Merci Jean-Bernard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc bienvenue à cette table ronde. Jean-Bernard l'a indiqué, elle comptera 2 temps. Un premier temps au cours duquel nos débatteurs vont échanger sur la question qui est posée aujourd'hui, donc autour de cette table ronde. Est-ce que le Big Data est une opportunité pour le tourisme? Et puis surtout, on vous laissera la parole, puisque je sais que nombre d'entre vous veulent poser des questions, interroger nos débatteurs sur ce sujet qui est posé cet après-midi, donc de finalement la pertinence et de l'opportunité du Big Data. Alors quand j'ai préparé cette table ronde avec l'ensemble des débatteurs, vous pourriez presque partir tout de suite, parce que finalement ils m'ont tous dit mais oui, c'est une opportunité, le Big Data pour le tourisme. Mais moi je voulais qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on essaye de me dire d'accord, c'est une opportunité, je l'ai bien compris, mais est-ce qu'il ne faut pas franchir d'autres étapes? Est-ce que la France est un exemple par rapport à d'autres pays européens? Quelles sont les opportunités en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde? Est-ce que tout le monde s'est mis au Big Data? Est-ce que le Big Data c'est l'Open Data? J'ai entendu des mots aussi quand on a préparé, on va y revenir. Il faut partager, il faut concevoir ensemble, il faut collaborer, il faut faire du business, et ça serait bien qu'on intègre un peu d'éthique, de morale dans tout cela. C'est tous ces mots qui ont été évoqués lors de nos échanges au téléphone. Et bien c'est de tout cela dont nous allons parler pendant 1 heure ensemble. Alors je voudrais qu'on essaie d'aborder ces sujets, qu'on réponde à ces questions, que vous y répondiez ensemble. Et je vais démarrer par Michel Chan. Alors parce que moi j'avais à cette vraie question qui est posée aujourd'hui, est-ce que le Big Data c'est une opportunité pour le tourisme? À partir de la réponse, une double question, qu'est-ce qu'on devrait faire en plus et de plus? Une fois qu'on a répondu à la question, est-ce que c'est une opportunité? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus quand on est en charge, comme vous, de cette thématique du tourisme dans cette région où le tourisme, ça compte? Bonjour. Oui, j'ai une double tâche redoutable, puisque d'abord il faut que je vous réveille après ce fabuleux buffet dont Jean-Bernard nous disait que nous l'avons épuisé. La deuxième, c'est que je suis pas un professionnel de l'informatique, mais loin de là, et que je suis un de ces artisans rétrogrades qui essayent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui n'est jamais facile, on est assommé de beaucoup de mots, un Big Data en fait partie, et puis en fait on en faisait depuis quelque temps un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On a fait du Big Data finalement depuis longtemps. Je crois que vous avez eu une présentation ce matin sur Forward Keys qui est un bon exemple et qui est un très bon exemple de ce qui peut se construire. Alors je vais essayer d'être relativement rapide pour laisser de la place à mes petits camarades, avec un aspect peut-être un peu négatif, parce qu'il ne faut pas toujours être enthousiasmé, et comme disait un illustre chef de l'État, sauter sur sa chaise en criant Big Data, c'est pas le problème. On a quand même un certain nombre de soucis. Ils sont doubles, je crois. La première, c'est que une numérisation excessive peut quand même nuire à une certaine personnalisation. Parce que, après tout, si tout est numérisé, si tout fonctionne bien, le client il va faire son check-in en ligne, il va arriver, on lui donnera sur son smartphone, on lui enverra un code qui lui permettra d'ouvrir sa chambre. Il n'aura plus besoin de voir qui que ce soit. Et donc, notre métier, quelque part, non pas s'ubérise, mais disparaît, parce que notre métier, c'est quand même l'accueil. Alors qu'en même temps, on s'aperçoit, et Mama Shelter, pour ceux qui le connaissent, est un bon exemple de cela, que nos clients, au contraire, recherchent de la convivialité. Ils veulent qu'on leur parle, ils veulent rencontrer des gens, ce qui effectivement est un peu antinomique avec de la numérisation. L'autre aspect négatif pour nous, c'est qu'évidemment, Big Data, il y a Big dedans. Je ne vais pas vous faire un cours d'anglais, mais ça veut dire que c'est des grosses sociétés, beaucoup américaines ou nord-américaines. Et ce qui veut dire que le petit hôtelier individuel, il est quand même un petit peu perdu dans ce grand fatras d'informations qui existent. Alors ça, c'est l'aspect un peu négatif, mais Olivier parlait d'éthique. Je crois que de temps en temps, il faut quand même se le rappeler, d'autant plus que si on peut parler sous après avoir parlé éthique, c'est quand même beaucoup d'argent qui disparaît et de valeur ajoutée qui disparaît en dehors non seulement de la France, mais de l'Union européenne et souvent à destination des États-Unis, sans fiscalisation, etc.
Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif. Mais il y a des aspects positifs quand même. Il y a des aspects positifs, j'y arrive. Et alors, j'avais une transition fabuleuse pour ceux d'entre vous qui parlent anglais. Les Américains ont un proverbe qui dit « If you can't beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas les battre, accommodez-vous de cela. Donc moi, je n'ai pas la sensation que je puisse battre le big data à moi tout seul. Le petit village d'Astérix, il y a longtemps que c'est terminé. Et puis, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, il y a des aspects positifs. Ils sont quand même importants. On en a parlé ce matin avec Forward Keys, c'est un bon exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'abord la conviction, et ça c'est bien avant le big data, c'est qu'un touriste ne choisit pas un hôtel où il va, ou un hébergement, il choisit d'abord une destination. Si j'avais la folle prétention de proposer à une des charmantes créatures qui sont dans cette salle d'aller passer un week-end, je lui dirais pas je t'emmène à l'hôtel des Trois Canards, je lui dirais je t'emmène à Venise, à Tokyo, à New York, je sais pas où. Bon, après si je l'emmène au Formule 1, je vais prendre de claques, mais ça c'est mon problème. Mais la destination est quand même la première motivation. D'où l'importance des institutionnels du tourisme, qui sont quand même, rappelons-le, payés avec nos impôts, pour mettre en place ce big data. Et c'est ce qui se passe puisque le CRT a beaucoup travaillé dessus, Patrick peut en témoigner, mais il n'y a pas que le CRT. Se pose un petit problème annexe qui n'est pas dans le big data, c'est l'adéquation entre une zone touristique et une zone administrative. La Côte d'Azur, c'est Saint-Tropez, mais Saint-Tropez n'est pas dans la Côte d'Azur. Si Entrevaux était, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce charmant petit village, si Entrevaux était dans les Alpes-Maritimes, sa fréquentation augmenterait de 20%, alors que personne n'a entendu parler des Alpes de Haute-Provence. J'espère qu'il n'y a pas de ressortissants des Alpes de Haute-Provence, parce que je vais me faire mal voir. Donc ça fait partie effectivement des données dont il faut se souvenir. Il y a une intégration qui est difficile à faire de toutes ces données, parce que lorsqu'on essaye de faire ce qu'on a appelé il y a 10 ans du dynamic packaging, c'est pas un hôtel tout seul qui peut le faire. Ça revient à nouveau très souvent à un institutionnel du tourisme ou à des sociétés privées. Expedia fait ça très bien. Expedia est capable de vous vendre l'avion, l'hôtel, l'excursion. Enfin, sur les excursions, il rame un peu, mais les produits de base, ils sont tout à fait capables de vous les vendre. Donc, il y a une vraie difficulté d'intégration là-dessus. Bon, je passe sur la confidentialité. Peut-être, Michel, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre parce que vous aurez à nouveau la parole. Mais est-ce que je comprends bien, vous dites oui, c'est une opportunité, mais à condition qu'on refixe des règles, à condition qu'on fixe des règles et à condition qu'on fasse pas n'importe quoi. Oui, sachant que fixer des règles, c'est très gentil, mais les sociétés multinationales d'aujourd'hui se moquent éperdument des règles françaises ou européennes. Je crois qu'il faut le garder à l'esprit. Isabelle Richard, par exemple, quand vous entendez Michel Chan, vous êtes une des représentantes donc, de la Direction Générale des Entreprises. Vous travaillez évidemment sur les questions d'innovation numérique et tourisme, et touristique évidemment. Michel Chan a présenté un portrait d'abord très négatif. Je vous ai vu réagir. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui, j'imagine, quand même. Mais nous côtoyons très très souvent les professionnels du tourisme, tous les professionnels. Donc voilà, on connaît leurs réactions, à la fois leurs impétences, leurs inquiétudes. Donc pour répondre à votre question, voilà, je ne vais pas vous surprendre. Pour notre Direction Générale des Entreprises, les data, c'est évidemment une opportunité pour le secteur parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les acteurs performants d'aujourd'hui et tous les acteurs qui survivront demain, donc je suis assez dure, ce sont des acteurs qui vont remettre le client au centre de la stratégie touristique. Donc, dans ce sens, les datas qui sont basées sur des données de clientèle ou des données d'offres sont bien sûr essentielles. Mais c'est un outil parmi d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc, il faut les maîtriser. Donc, ça, on verra, c'est un petit peu l'enjeu de la table ronde, on y reviendra. Il faut les maîtriser, sachant qu'effectivement, elles sont particulièrement nombreuses. Vivek Badrinath, qui est le directeur d'Accor, a indiqué il y a quelques jours, parce qu'il y avait aussi une grande manifestation à Paris sur le sujet des datas, oui. Il a indiqué qu'en fait, le secteur du tourisme était le 3e fournisseur de données en France, après le monde bancaire et le monde des télécoms. Et il a dit que les différences étaient faibles, et peut-être que le tourisme va combler ces différences. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de touristes internationaux, il y en aura près de 2 milliards en 2030, donc ça laisse beaucoup d'opportunités de croissance de ces valeurs de clientèle, sachant que ces clients consomment beaucoup plus. Aujourd'hui, voilà, ils consomment peut-être 2 ou 3 produits lorsqu'ils viennent en France, demain ils en consommeront peut-être 10 fois plus, donc ça laisse augurer d'une augmentation faramineuse du nombre de données. Mais vous entendez quand même l'appel, je dirais pas la souffrance, mais l'appel en tout cas de Michel Chan,
Chan. Non, c'est pour ça. J'ai dit je ne le dis pas. Bon, mais non, mais l'appel au moins de Michel Chan qui dit voilà, souvent on oublie. Vous dites vous-même que le client doit être, enfin le touriste doit être remis au centre de tout, mais les grands groupes parfois peuvent balayer ce que vous êtes en train de dire. Donc qu'est-ce qu'on répond à Michel Chan, qui est aussi, je dirais, le relais de nombre de professionnels du tourisme dans la région? Mais c'est vrai que les choses sont pas évidentes, parce que d'une part, à une extrémité de la chaîne, il y a les grands groupes. Tout à l'heure, je citais Accor. Vous savez qu'Accor a une grosse stratégie à la fois numérique et de clientèle. Donc c'est un bel exemple. Et évidemment, les data font partie de leur stratégie, mais ils sont peut-être pas tout à fait partageurs par rapport au monde extérieur. Voilà, je me permets aussi une petite critique. J'y reviendrai tout à l'heure. Par exemple, nous, on a des outils qui s'appellent des Challenge Big Data. Alors c'est un nom un petit peu difficile, mais ces Challenge Big Data, c'est en fait le principe, c'est qu'un acteur privé ou public met à disposition ces données à des groupes, à des startups, à d'autres entreprises, pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent proposer de nouveaux services. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal à instaurer, nous, ce dialogue avec les grands groupes pour qu'ils participent à ces exercices. C'est des exercices qu'on retrouve dans d'autres domaines, en fait, et qui sont pilotés soit par des pôles de compétitivité, soit par la DGE. On a eu du mal à toquer à leur porte. Ils sont quelquefois un petit peu frileux pour donner un petit peu des clés sur leur stratégie, des conseils au reste du secteur touristique. Donc ça, c'est donc vous dites que tout le monde ne joue pas le jeu, finalement. Je pense que je pense qu'il serait utile qu'ils jouent effectivement un petit peu plus cette carte du collectif aujourd'hui. C'est une conviction personnelle. Et puis à l'autre extrémité de la chaîne, évidemment, on a des tout petits acteurs, c'est normal, qui sont dans leur gestion quotidienne. On parle d'hôteliers, d'autres professions qui effectivement sont dans la gestion et qui n'ont pas le temps, bien sûr, de s'intéresser à cette nouvelle technologie. Donc là, il faut bien sûr des intermédiaires. Il faut peut-être qu'il y ait davantage d'écosystèmes qui soient dédiés, à la fois qui rapprochent à la fois data et tourisme. Donc là aussi, ça peut être aussi une piste. La French Tech a labellisé des métropoles, vous en faites partie. Donc il faut sans doute qu'il y ait davantage de rapprochement entre les secteurs data et tourisme, et ensuite s'intéresser à la diffusion. Je pense qu'on ne s'est pas encore suffisamment attaqué à ce problème de la diffusion, de l'innovation de manière générale vers tout le secteur touristique, et y compris bien sûr les acteurs qui sont directement à l'interface des clientèles. Alors on va poursuivre. Christophe Imbert, je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Quand on a évoqué ensemble la table ronde, vous m'indiquiez qu'en fait on a aujourd'hui une vision extrêmement technologique et qu'on a un peu oublié de revenir à l'origine, c'est-à-dire les métiers. On va juste prendre un exemple. CRM dans le tourisme, ça veut dire Can't Remember Me, parce qu'on a beaucoup de données, mais on ne sait pas généralement pourquoi un passager voyage ou vient séjourner dans un hôtel. Donc les données sont toujours dans un monde de silos actuellement. C'est-à-dire qu'on a des données aériennes, on a des données hôtelières, chacun a son jeu de données, mais on n'arrive pas à reconstituer totalement le parcours ou une chaîne de mobilité. Et c'est là où le Big Data pourrait permettre aussi à tous les acteurs de coopérer ensemble, en mettant une chose au milieu qui s'appelle le bon sens. On en parlait avec Nicolas tout à l'heure, Chief Common Sense Officer, il n'y en a pas encore dans les entreprises, mais c'est en fin de compte de ramener ce bon sens qui nous ramènera près du client et près des données. La technologie le permet de plus en plus. Nous, on peut traiter jusqu'à un pentaoctet de données par jour. Je crois qu'en 2020, il sera traité dans le secteur de la mobilité en général 44 zétaoctets qui vont créer pour 700 milliards de richesses en dollars. C'est une étude de l'OCDE, dont 500 milliards permettront d'économiser de l'énergie, donc sur la partie mobilité, que ce soit des projets comme César sur les avions ou autres. Et on va avoir un besoin de plus en plus d'apprendre à travailler ensemble. Nous, on prend un exemple dans notre entreprise, on se dit on aura réussi notre mission quand Air France et la SNCF monteront un planning conjoint. Alors il y a beaucoup d'aspects. Donc c'est beaucoup d'espoir quand même. Non, je suis éternellement optimiste. Oui, c'est bien, il le faut. Il y a beaucoup d'aspects qui sont des aspects culturels, juridiques. Il y a aussi un aspect énorme sur le partage des données, on l'aborde aussi, c'est un aspect éthique. On y reviendra, mais allez-y, je t'en prie. On reviendra après dessus, mais c'est un aspect à prendre en ligne de compte, et beaucoup d'aspects juridiques, parce que quand on commence à s'échanger des données, qui sont des données soit anonymisées, mais qui puissent aussi être personnelles, on peut quand même arriver à reconstituer le parcours ou la vie de quelqu'un. Moi, je me rappelle récemment, j'ai fait une présentation dans une conférence Smart City, et une personne me dit, mais attendez, avec vos données, vous pouvez reconstituer tout ce que je fais dans ma journée ? Oui.
on pourrait reconstituer toute votre mobilité et déplacement. Donc c'est bien pour les autres, mais pour soi-même, c'est toujours un peu tendancieux. On a vraiment un enjeu énorme qui est de remettre cette notion de CRM, de convivialité, et la donnée va énormément aider. Le problème, on a une scalabilité énorme. La technologie nous permet de traiter des millions de données, mais il va falloir arriver à traiter ce qui est traitable pour un hôtel, au niveau d'un hôtel, au niveau d'un grand groupe, et chacun doit avoir une volumétrie différente et un niveau d'agrégation de données différente. Donc le big data, c'est plus ce qu'on va en faire que ce que l'on souhaite en faire, parce que la technologie n'a plus de limite, enfin sky is no limit. Donc la question aussi de travailler ensemble et de partager, pour vous, elle est essentielle. Que toutes les entreprises jouent le jeu, finalement. Oui. Si on prend par exemple un pays, on parle beaucoup d'open data. Alors l'open data peut être un sujet sur lequel on y reviendra tout à l'heure aussi, je voudrais qu'on y revienne. Oui. Mais un pays comme la Grande-Bretagne est un pays qui a mis beaucoup de données à disponibilité, un pays comme la Finlande aussi. Et si on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Finlande, on a des réseaux de bus à la demande qui marchent phénoménalement bien parce que les données sont partagées entre tous les acteurs. Un autre cas aussi, nous on a trouvé une boîte partenaire en Israël qui a c'est un supermarché comme Carrefour. Il a fourni à chacun de ses abonnés, qui a une carte de l'hypermarché, un téléphone mobile gratuit. Il traque les déplacements de chaque client, en particulier surtout sur les points des hypermarchés concurrents, et en corrélant avec les données de Visa. Alors on ne pourrait pas le faire en France, on a des données bancaires, ils arrivent à savoir combien chaque client dépense ailleurs que chez lui. Donc à reconstituer le panier de consommation. Alors c'est très intrusif. Bon. Est-ce que vous diriez par exemple, et je laisserai ensuite la parole à M. Baudel, est-ce que vous diriez que la France est un peu en retard sur ces sujets par rapport par exemple à l'Angleterre, à la Finlande Je trouve que la France rattrape le retard très vite et puis on avance vraiment. Il y a un projet Etalab par exemple au niveau du gouvernement, au niveau du service du Premier ministre qui est assez efficace et on bouge. Peut-être la SNCF a un peu plus de mal, mais libérer des données de trafic, on a vu le cas dans l'hôtellerie, c'est quand les hôteliers ont libéré leurs données, ils ont laissé leur distribution à des booking.com ou autres. Donc la distribution doit aussi être préservée. Je pense que la SNCF va avoir envie de vivre la même expérience. Isabelle Richard, juste pour répondre à ce que disait M. Humbert, est-ce que, vous représentez comme le gouvernement, vous êtes membre de la direction générale des entreprises. Il est là. Est-ce qu'on peut obliger des entreprises à travailler autour du big data ? Obligé, bien sûr que non. Mais même si la SNCF est une entreprise un peu particulière. Voilà. Sur l'open data, sur effectivement les acteurs publics du transport, il y a quand même une disposition de la loi Macron de cet été qui prévoit effectivement l'ouverture de données. Donc on va voir un petit peu comment les choses se passent en application concrète. Donc ouverture de données de transport, en fait les données de base sur les horaires, les types de véhicules de transport mis à disposition du public. Et puis le projet de loi d'Axel Lemaire qui est actuellement en consultation, j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je prendrai la parole, prévoit aussi une libéralisation un peu plus complète aussi jusqu'aux délégations de services publics aussi en termes d'ouverture de données. Donc effectivement il faut commencer par donner l'exemple au niveau des acteurs publics. Voilà, vous avez tout à fait raison. Il faut susciter des idées de partage entre les acteurs privés, leur donner les moyens éventuellement d'échanger leurs données. Après, c'est un état d'esprit et bien sûr, c'est l'aspect commercial qui doit prévaloir quand même. Pierre Baudel. Oui. Je vous en prie, prenez un micro. Alors, sur ces questions-là de big data, alors vous n'êtes pas un spécialiste du tourisme. Non. Signalons-le, et vous d'ailleurs vous l'avez signalé quand on a préparé la table ronde, mais vous connaissez bien le sujet du big data. Oui. Et quand vous entendez Christophe Humbert ou Isabelle Richard, qu'est-ce qui vous fait réagir ? Je pense que tout le monde est dans le vrai. Il y a un certain nombre de challenges dans le big data, notamment l'aspect consolidation. Effectivement, comme M. Michel Cham l'a dit, on fait du big data depuis assez longtemps. On essaye de consolider, ça s'appelait business intelligence. Maintenant, il y a d'autres challenges, d'autres technologies, il y a une notion de volume. Mais on est toujours confronté aux problèmes d'organisation, aux problèmes de services qui ont du mal à partager les données, aux problèmes de groupes qui ont du mal à partager les données, même si dans les domaines des télécoms, par exemple, l'open data est quelque chose qui marche bien, peut-être pas encore dans le tourisme. Donc effectivement, il y a ces challenges. Mais comme l'a dit Mme Richard, il y a aussi l'opportunité qui est ce qu'on appelle l'expérience client. Donc on est plus centré uniquement sur des données de la société, on peut aller voir des données extérieures, des données de sentiments, d'analyse Twitter ou Facebook, et on peut avoir une vue on va dire idéalement à 360 degrés de l'expérience client. Et je pense que dans le tourisme, c'est un apport important, quoi. Mais est-ce qu'il faut tout ouvrir ?
Non, je pense que, comme l'a dit Monsieur Michel Cham, il doit rester une part de convivialité et de confidentialité des données, donc ça doit être contrôlé. Il y a un certain nombre probablement de personnes qui sont très contents d'avoir un voyage automatisé, on va dire, et d'autres qui préféreront des points de rencontre et des points de contrôle, et je pense qu'il faut avoir cette flexibilité-là et que les lois sont là pour essayer d'adapter ça. Nicolas Borel. Alors vous travaillez pour Amadeus, je crois que ça fonctionne, hein. Il est allumé, c'est bon ? Vous pouvez y aller. C'est bon. Vous travaillez pour Amadeus, vous êtes basé en Espagne, hein, c'est ça ? Alors le siège d'Amadeus est en Espagne, mais on a un énorme site. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Vous avez aussi le sentiment que dans certains secteurs du tourisme, le big data n'a pas forcément sa place ? Alors, je vais pas dire ça. Le big data est évidemment une opportunité. Moi, je suis un ancien du voyage d'affaires, en l'occurrence, et le voyage d'affaires, c'est vrai que c'est pas spécialement du big data. J'ai envie de dire, c'est le smallest data qu'on a dans cette activité du voyage, parce que on n'a pas le phénomène qu'on a dans le tourisme où il faut l'inspiration. On doit aller à une réunion à un endroit donné, et puis on va à la réunion, d'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai des fois des angles d'approche différents, parce que tout à l'heure vous disiez on a la destination qui est le premier élément. J'ai des contre-exemples. Par exemple, nous, à Amadeus, on a sorti une application qui s'appelle le Travel Disruption Companion sur votre mobile, qui vous dit votre vol est annulé ce soir. J'ai deux options. Soit je vous achemine quelque part, il va falloir vous poireautier 6 heures. Mais je vous ai trouvé, j'ai vu que vous voyagiez avec vos 2 enfants, je vous ai trouvé 3 places pour le zoo, etc. Ou alors j'ai une autre option qui est de vous maintenir ici, et à ce moment-là, c'est le cinéma, machin chose. Là, on voit que c'est pas la destination qui importe. C'est vraiment le package complet de l'offre complète de services qui est personnalisée en fonction de la connaissance qu'on a de ce passager. D'accord, donc il y a le tourisme, on va dire, de loisirs, de vacances, où effectivement on a de l'inspiration. Il y a du tourisme beaucoup plus, j'allais dire, logistique, qui malheureusement aujourd'hui est quand même très prépondérant, et il faut s'accommoder de tout ça. Mais moi j'y vois une opportunité fabuleuse, c'est-à-dire le big data, par opposition, vous avez parlé de la business intelligence, si vous voulez, la business intelligence, on en a vu des exemples tout à l'heure illustrés par Forward Keys. C'est donne-moi la réponse à une question, donne-moi le plus vite possible la réponse à une question que j'ai, d'accord ? C'est dis-moi ce que je veux savoir. Le big data, justement, il dit dis-moi ce que je dois savoir. Je ne connais pas la question. C'est donne-moi et la question et la réponse à cette question. Dis-moi, montre-moi par l'analyse statistique des données, par des algorithmes sophistiqués de clustering, etc., que des choses nouvelles qui apportent justement de la valeur ou des opportunités à tout un tas d'acteurs dans la chaîne du voyage. Et j'ai envie de dire, du coup, la question de la confidentialité et de la data privacy, parfois ne se pose même pas, parce qu'on n'a pas besoin de savoir que cet individu qu'on a identifié s'appelle comme ça, à tel numéro de téléphone mobile. On a fait un cluster tellement fin qu'on a un individu dont on se fiche, si vous voulez, de l'identité, mais en revanche, il a un certain nombre de caractéristiques et on va pouvoir lui adresser du service personnalisé qu'on va éventuellement incarner, parce que Amadeus est un acteur B2B2C, et donc nous on sert les intérêts de nos clients qui ont eux-mêmes au centre de leur stratégie le passager, le client. Alors j'ai bien compris que c'était une opportunité pour vous, mais est-ce que c'est une opportunité pour nous ? C'est qui vous ? Moi, je sais pas, je suis un client. Justement, tout le monde se plaint toujours de ces risques qu'il y a à explorer les données financières, à explorer les données de sommeil, Mais moi, j'y vois surtout des opportunités justement pour le voyageur, celui qui voyage. Moi, je passe mon temps dans les avions, dans les hôtels, et je disais l'autre jour, j'avais un bracelet connecté, vous savez, qui suivent la qualité de votre sommeil. Quand la réception me dit « Est-ce que vous avez bien dormi ?», ils ne devraient même pas avoir à me poser la question. Ils peuvent le savoir. D'accord ? Ils peuvent le savoir. Alors, là, je laisserai Michel Cham répondre. Au contraire, me dire, voyez comme on dort mieux chez nous. Ou alors, voyez, j'ai vu que vous n'avez pas dormi depuis le début de la semaine, j'ai le plaisir de vous surclasser. D'accord ? De vous offrir une suite plus confortable. Hyper connecté, ça vous effraie pas ? Au contraire. Tout le truc, c'est que les gens, le grand public perçoit ça comme une intrusion. Ils n'ont pas compris le côté win-win, et je pense que tout un tas d'acteurs n'ont pas assez insisté sur ça. D'accord ? Vous cliquez tous un certain nombre de boutons j'accepte sans même lire ce que vous acceptez. D'accord ? On devrait avoir un niveau d'exigence plus élevé sur le service qu'on en retire.
Et à chaque fois qu'on vous fait une proposition commerciale ou autre qui est personnalisée, c'est une épine du pied. Enfin, je veux dire, ce Traveler Disruption Companion dont je vous parlais, c'est pour rendre service, c'est pour nous sortir d'un mauvais pas. Et ça, malheureusement, c'est pas suffisamment mis en avant par les acteurs de l'industrie du tourisme. Je reviens vers vous tout à l'heure, mais Michel Chan, là, juste d'abord une réaction Michel Chan, et puis ensuite Peter Livaudet. Un micro juste ici, tiens, hop là, allez-y. Oui, je me vois mal dire à un client qu'il a mal dormi parce qu'il va me demander de quoi je me mêle, mais sans parler d'autres expériences que je ne raconterai pas ici. Tout à l'heure peut-être. Alors allez-y, sinon, on est sur le sujet. Non, par contre, effectivement, il y a des choses intéressantes. Notre ami parlait tout à l'heure de l'agrégation de données qui peuvent permettre de connaître des comportements. Un des grands défis que nous avons dans nos métiers, et les offices du tourisme le savent bien, les villes le savent bien, c'est de dire pour tel événement combien de gens sont venus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le dire. Bon, Orange avait à un moment monté des flux à partir du nombre de téléphones mobiles qui se connectaient, etc. Aujourd'hui, on vient de terminer à Nice les European Master Games, personne ne sait exactement quelles sont les retombées dans les hôtels. Il y en a eu. Mais combien ? On ne le sait pas. Parce que les gens ont réservé par Amadeus, beaucoup, et tant mieux. Certains ont réservé par Booking, par d'autres, et ils n'ont pas dit. Et quand vous arrivez dans un hôtel, pardon, on ne vous demande pas pourquoi vous venez. Parce que vous venez peut-être pour les European Master Games, mais vous venez peut-être parce qu'il y a une coquine ou un coquin qui vous attend et que vous ne voulez pas forcément le divulguer. Donc c'est vrai que là, on retombe sur des problèmes bassement humains, si l'on peut dire. C'est que les gens n'aiment pas qu'on leur pose des questions, souvent. Peter Livaudet, je vous voyais dubitatif tout à l'heure en écoutant attentivement Nicolas Borel. C'est-à-dire que la discussion est vraiment résume où on en est avec le big data. On voit bien que c'est une question, on est en train de venir sur les usages, et j'aimerais illustrer ça avec quelque chose qui est apparemment complètement différent. C'est l'industrie 4.0. Ça, c'est un mouvement qui en Allemagne veut définir comment est-ce qu'on va utiliser les données dans l'industrie. Et en fait, quand on creuse, c'est la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on passe d'une économie basée sur des produits à une économie basée sur de la souscription à des usages. Et donc, ça a des facteurs. Donc, au lieu de vendre un produit, on vend un objet en réseau programmable. Et donc, ça change complètement la concurrence. Et donc, dans une concurrence où on pourrait prendre un produit et le refabriquer et avoir quelque chose de concurrent, c'est pas la même chose. On peut pas avoir. On crée des barrières d'entrée. Donc ça veut dire que la nature de la compétition a changé. Et en France, pendant longtemps, on a perçu le big data comme étant quelque chose dans les réseaux sociaux et pour le marketing et pour juste la commercialisation. Et j'ai voulu utiliser cet exemple de l'industrie 4.0 pour montrer que c'est aussi dans la production et pour montrer que c'est déjà là. C'est quelque chose qui est présent. Donc c'est une question de comment, sans rentrer, et c'est là où j'étais dubitatif, dans le solutionnisme. Parce que quand une technologie est nouvelle dans ses usages sociaux, elle doit être empreinte de beaucoup d'aspects positifs, et pourquoi pas, on y va, et c'est gai et joyeux. Donc ça montre bien que par rapport à ça, les seules réponses par rapport à des questions de privacy, par rapport de l'usage, les seules réponses sont des réponses collectives. Ce qui est bien illustré par ce qui était dit dès le début, où le big data était posé comme une problématique d'intégration entre le transport, l'hôtel, etc. Et donc ça donne la possibilité d'avoir des usages différents. Dans le TM Forum, dont par Stream, la société dans laquelle je suis, dont est membre, il y a 900 membres dans le TM Forum, et quoi de mieux pour parler de mobilité que l'industrie des télécommunications. Donc c'est un gros regroupement de sociétés dans cette industrie-là. Il y a de la recherche et puis il y a des groupes de travail. Dans la recherche, on a identifié que les deux obstacles majeurs pour la mise en place de solutions big data, c'est la clarté des use cases et l'intégrité et la qualité des données. Et on voit que la majorité des entreprises, par rapport à big data, sont encore en phase d'exploration et expérimentation et peu encore dans les phases d'exploitation. Et donc il y a quand même avec le big data une grande différence avec le BI tel qu'on pouvait le connaître, parce que avec le big data, on ne sait pas forcément quelle réponse, même quelle question, mais donc il y a un funnel et il y a des explorations qu'on va abandonner, des expérimentations qu'on va abandonner pour arriver à peu d'exploitation. Donc dans le TM Forum, il y a un groupe de travail big data et on travaille il y a des sous-groupes de travail sur la monétisation des données, sur la formalisation des use cases, sur la formalisation des processus, et toutes ces méthodologies sont
un peu centrés tout de même sur l'expérience utilisateur. Donc ça montre comment est-ce qu'il y a une industrie des télécommunications qui aborde cette problématique de Big Data. Pierre Baudel, vous avez écrit un livre blanc sur les opportunités, je crois, sur du Big Data. Quelles étaient les grandes lignes de ce livre blanc? Vous vous reconnaissez? Elles se rejoignent là? Oui, absolument, notamment le challenge d'un projet Big Data. Nous, on rencontre beaucoup de clients qui nous ont dit on doit faire du Big Data, donc ils ont implémenté une solution Big Data et qui maintenant essayent de la relier au business. Donc essayent d'avoir un use case, un cas d'étude qui justifie à la fois l'implantation du Big Data et le fait d'acquérir de nouvelles solutions. Et c'est typiquement un problème, c'est-à-dire on ne doit pas effectivement crier Big Data, même s'il y a une partie exploration qui est importante, qui est différente du BI, puisqu'on a des outils qui sont à la fois différents et qui amènent effectivement, sans connaître les questions, à créer des pistes et ensuite transformer ça en forme de solution pour l'entreprise. Il est quand même indispensable d'avoir un cadre d'études, un cadre d'utilisation. Si on veut améliorer l'expérience client d'une certaine partie des clients, c'est un cas d'utilisation. À partir de ce moment-là, on rentre dans le Big Data. Mais c'est un des challenges. Il y a des gens qui sont en situation d'échec sur des projets Big Data parce qu'ils sont rentrés dans la technologie sans moteur business derrière et qui maintenant peinent à connecter ça à un nouveau business. Alors, 2-3 questions je me suis posées en préparant cette table ronde. D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui investissent massivement en France dans des projets Big Data? Oui, et je pense que Madame Richard... Madame Richard y répondra tout à l'heure, mais vous-même qui êtes au niveau... Oui, pour nous, c'est le segment dans l'informatique qui est en plus forte croissance. Donc, les chiffres sont assez impressionnants. Les deux industries de pointe, c'est télécom et finance, comme vous l'avez dit. Le tourisme n'est pas loin derrière, la médecine. Donc, c'est des investissements massifs qui, effectivement, doivent être justifiés et doivent se transformer en solutions industrielles viables. Et ça génère des emplois? Et ça génère des emplois, ça génère aussi il y a un problème de carence également, parce qu'on a du mal à trouver des spécialistes en Big Data, ce qu'on appelle les data scientists, qui est un mot à la mode. D'ailleurs, il y a quelque chose qui dit qu'un data scientist, c'est un data analyst qui vit en Californie. Donc, je veux dire, il y a un effet de mode autour de ce métier, mais il y a une vraie carence en compétences dans le domaine du Big Data. Isabelle Richard, alors, il y a quelques jours, Laurent Fabius a lancé, a insisté sur le plan autour du tourisme. Les questions numériques étaient évidemment intégrées dans ce plan. Est-ce que vous diriez vous aussi que le Big Data, c'est un métier, c'est une filière d'avenir? Alors oui, c'est très à la mode, les filières d'avenir. Est-ce que c'est une filière d'avenir? Parce que c'est important qu'on puisse le dire aux gens. On peut créer de l'entreprise, on peut créer des emplois en France autour de cette question. Oui, bien sûr, voilà, comme toute... Mais concrètement, je veux dire, parce qu'entre la parole politique et la réalité, quelle est la réalité? Donc, bien sûr, toute opportunité qui consiste à rapprocher quelquefois des secteurs différents, le tourisme, d'autres secteurs. Enfin, je pense que beaucoup d'innovations sont nées aussi de rapprochements de secteurs différents, tourisme avec culture, tourisme et transport. Donc, toute opportunité, bien sûr, créateur de valeur. Donc, je ne peux pas dire si effectivement le Big Data va être plus créateur de valeur que d'autres solutions numériques très innovantes, mais en tout cas, il est vraiment essentiel. C'est une brique tout à fait essentielle. En tout cas, vous considérez qu'aujourd'hui, sur le territoire national, des entreprises se lancent sur le sujet et sont plutôt innovantes? On a encore un petit peu de mal à le mesurer. Je veux dire que c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'une petite enquête qu'on a commencé. On a simplement au début de l'enquête, on a essayé de faire les choses un petit peu nous-mêmes de manière artisanale. On va essayer aussi de se reposer sur une étude qu'on a demandé qu'on a sollicité auprès du cabinet KPMG sur l'innovation dans le secteur touristique. Donc le Big Data va en faire partie, parce que je pense que notre prestataire va passer un petit peu au scan tous les écosystèmes, etc., pour voir comment le tourisme se relie à tous les enjeux numériques. Donc les data en fait partie. Donc on attend beaucoup de cette étude. Donc on n'a pas encore toutes les réponses aujourd'hui. J'espère qu'on apportera aussi quelques éléments de réponse dans la journée d'aujourd'hui qu'a organisé Monsieur Titz. Mais on n'a pas encore tous les éléments de réponse à cette question. Alors, vous avez encore le micro, je voudrais que vous répondiez à Christophe Imbert, parce que je vous ferai réagir tout à l'heure sur la question éthique, parce que c'est quand même un sujet, et finalement, on l'a abordé ici ou là, avec les différents intervenants. Est-ce qu'il faut tout laisser faire? Il y a effectivement, je pense qu'on ne peut pas pousser le développement du Big Data sans avoir à côté effectivement des verrous pour protéger notamment les données personnelles. Donc ça, c'est indispensable. On voit qu'on a toujours marché sur ces deux jambes. Si vous regardez le projet de loi d'Axel Lemaire qui est en consultation actuellement jusqu'à la fin de la semaine, il y a à la fois une partie qui favorise l'ouverture de données publiques et une partie relative aux données personnelles, à la protection des données personnelles. On a aussi des outils à la DGE qui favorisent avec tous les
notamment les financements du PIA, mais pas que ces financements, des outils pour financer le big data, les partages de données. Et en regard de ça, on a aussi des appels à projets qui portent spécifiquement sur la protection des données personnelles. Je pense que les deux doivent marcher de pair. C'est indispensable parce que si on ne met pas de verrou, effectivement, au bout d'un moment, il y aura des blocages et on sera bloqué sur le volet data. Oui, Christophe Imbert, vous évoquez la question éthique et juridique. Éthique et juridique, il y a un débat actuellement dans la presse qui est sur les accords Safe Harbor avec les États-Unis en particulier. Je crois qu'il y a à peu près 1,4 milliard de téléphones mobiles dans le monde, qui sont soit Google, soit en iPhone ou utilisant Facebook ou d'autres applis. Toutes ces applis qui vous géolocalisent. Par exemple, Waze vous géocalise tous les 15 secondes, je crois. Et le grand enjeu est même de géocaliser les mouvements et la voix avec les modèles VoiceOver, localise les données aux États-Unis. Aux États-Unis, le marché de la pub et le futur du marché de la publicité géocalisable pourrait être contenu que par 3-4 boîtes américaines. Donc il y a un débat juridique sur le sujet, de savoir comment on peut se réapproprier des données aussi en Europe et avoir des outils qui puissent permettre de gérer des données à un niveau européen. Et le deuxième point, c'est nous on travaille sur la base de données anonymes, totalement anonymisées. Gérer des données personnelles, c'est une chose très complexe. On peut parler d'un cadre juridique, mais aussi surtout éthiquement. J'ai discuté récemment avec des chercheurs en médecine qui, eux, commencent à échanger des datas entre médecins sans le consentement des patients. Enfin, c'est pour faire avancer la science. Par exemple, je sais pas, vous avez une pathologie de cancer. Je crois que sur un cancer, il y a à peu près 30 000 marqueurs différents, plus 300 traitements. Donc, il y a 30% de chances de se planter pour le médecin. Si on consentait à partager ces données avec différents médecins du corps médical, on pourrait arriver à avoir des traitements grâce aux données prédictives, analyse de données historiques, qui soient un peu plus fiables. Mais il y a une barrière juridique énorme, éthique énorme. C'est si je partage des données personnelles et médicales, que ces données seront vendues à un assureur, que l'assureur réajuste ses primes. C'était le livre de Jacques Attali il y a une quinzaine d'années sur l'avenir. Là, on rentre sur un problème qui est Big Data est super. Oui, que ça envoie mes données de bracelet connecté, ça va. Mais sur des données médicales pour ajuster les primes d'assurance, on rentre quand même sur un débat éthique beaucoup plus difficile à gérer. Peter Livaudet. Juste pour dire que ça c'est une question on ne peut plus essentielle. Le big data c'est quasiment toujours du détournement de l'usage originellement conçu pour la data. Par exemple, et donc il y a cette directive européenne de e-call qui oblige à avoir de la télématique sur les voitures, et ça va donner lieu à des primes d'assurance différentes. C'est totalement un monde qui... Alors, si on regarde, qui d'une certaine manière adopte les comportements de la finance. Nicolas Borel, oui. Je suis d'accord. Est-ce que c'est une préoccupation chez Amadeus? On voit toujours l'aspect négatif. Enfin, moi, par exemple, je cours, je serais ravi que mon assureur revoie ma prime à la baisse. Pourquoi tout le monde voit que la prime qui va être mise à la hausse? Vous voyez ce que je veux dire? Je m'embête à faire un footing toutes les semaines depuis que j'ai 15 ans, je voudrais que ce soit reconnu par mon assurance et qu'elle ne me mette pas la même prime que celui qui ne fait pas de sport du tout et qui est sujet au risque cardiovasculaire. Pourquoi toujours voir le truc du côté négatif et qui va nous impacter négativement alors qu'il y a la contrepartie positive aussi? Vos propos font réagir, je pense qu'il y aura des questions. Juste, mais quand même, est-ce que chez Amadeus, c'est un sujet comment vous l'abordez? Comment vous l'abordez ce sujet? Moi, je suis basé au 6e étage de notre immeuble à Madrid. Au 11e étage, il y a un étage entier de juristes. Ils sont à peu près tous les jours dans mon bureau pour savoir comment on fait, pour être sûr que... Et donc, c'est notre préoccupation quotidienne de respecter les réglementations en vigueur, justement, sur la data privacy et bien évidemment la data protection, puisque nous, on a nos data centers qui sont ici en Europe et que ces questions nous sont adressées par nos clients de la localisation géographique des données, évidemment. Christophe Imbert. Allez-y, prenez un micro. Pour rebondir, le big data, c'est pas nécessairement d'analyser des données ou des comportements, c'est de prévoir. Et prévoir, c'est d'améliorer les choses, comme tu disais également. C'est vrai que oui, il y a le risque juridique, mais prévoir, c'est d'améliorer. Si on parle du traitement d'un cancer, si on aide un médecin à mieux traiter un cancer et de sauver des milliers de vies, ça vaut le coup de partager les données.
Oui, Peter, allez-y. Qu'elle puisse être, on dit qu'on est à la troisième ère de la médecine. La première ère, c'est quand on a appris à se laver les mains. Donc c'est un professeur du Collège de France qui dit ça. Hein. Première ère, on a appris avec Pasteur à se laver les mains. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a appris à faire des molécules. Et maintenant, on va apprendre à faire de la médecine ciblée. Je travaille sur un cas avec l'INRA, avec du big data en ADN. Donc je suis d'accord qu'il peut y avoir des effets positifs, mais à ne pas voir des effets de bord qui sont substantiels, on se trompe, on est borgne. Pierre Baudel, et puis on va passer aux questions de la salle, puisqu'il est bientôt 14h30. Là aussi, dans le cadre du livre blanc, ce sont des sujets que vous aviez évoqués. Et quelles préconisations vous aviez données fixées? Préconisation, c'est difficile. Enfin, je me suis pas attaché à l'aspect des données au sens juridique. Je me suis attaché à l'aspect sécurité des données aussi dans le big data, parce que en même temps qu'on parle de partage, il y a un risque qui est lié à l'utilisation du big data. Le big data, c'est à la fois un challenge et une opportunité pour tout ce qui est sécurité et confidentialité. On utilise le big data pour mieux gérer la sécurité des données elles-mêmes. Et c'est très intéressant parce qu'on arrive à ramener des données externes dans un système pour comprendre le risque d'intrusion. Et donc, on améliore, grâce au big data, la confidentialité des données. En même temps, il y a le challenge qui est qu'un environnement big data est un environnement qui peut être potentiellement très éclaté au niveau du réseau, avec des sources de données très distribuées. Et donc, il y a une sécurité qui doit être accentuée de manière à ce que le transport des données, l'encryptage soit assuré. Et donc, il y a cette double face, on va dire, du big data dans la confidentialité des données. C'est un plus, effectivement, pour adresser ce genre de problème, et en même temps, c'est un risque assez important. Alors, on a évoqué de nombreux sujets, mais je sais que vous avez de nombreuses questions, parce que j'ai entendu quand même quelques réactions à de nombreux propos. Alors, ce que je vous propose, c'est question-réponse, une question simple, une question rapide, pour qu'on puisse favoriser les échanges. Qui pose la première question? The serial questions. Bonjour, merci. D'accord, Carimur Galebra. Galebra, c'est l'anagramme de algèbre, voilà. Et c'est une compagnie qui travaille sur, un de vous l'a dit là, c'est data science, donc c'est de l'analyse de données, d'accord, pas forcément big data, parce que très souvent on n'a pas besoin de big data pour faire des analyses. Donc la question en fait c'est plus une remarque. Je pense qu'il y a un point qui a été soulevé par Monsieur Borrell que j'ai trouvé très intéressant, et je suis d'accord avec lui que je dirais il y a des choses positives derrière l'analyse des données. Donc notamment il a pris l'exemple du coureur. Moi j'aurais pris l'exemple de l'assurance de voiture qui est assez typique. On peut faire des assurances en fonction du conducteur, et il y a une certaine machine qui détecte comment le conducteur conduit, et puis en fonction on s'arrange. Et ça peut, si vous voulez, ça devient du ciblage. Donc là j'en viens à ma question maintenant. C'est-à-dire si on pense à l'idée que big data ça sert de façon positive, donc essayons d'être positifs. Okay, c'est là pour cibler le bonhomme et lui offrir des produits qui lui sont très appropriés. D'accord ? La question qui me vient en fait après, c'est qu'est-ce qui se passe après ça ? Parce que à un moment donné, on en vient presque à manipuler le personnage. D'accord ? Donc, et en fait, manipuler une personne est une notion qui est déjà très ancienne. Donc à mon avis, un peu, on est en train de tourner en rond. Hein, il y a des marketing, des approches de marketing qui sont toujours tolérées aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, une compagnie vient et elle offre un produit de marketing, elle a le droit officiellement d'amplifier son truc. Je prends l'exemple Colgate, scientifiquement prouvé que ça vous fait du bien aux dents. Voilà. Bon, et très souvent c'est très amplifié. Donc ma question en fait c'est comment vous le voyez dans ce contexte, c'est-à-dire essayer de voir non pas maintenant mais après plus tard, une fois qu'on établit le big data, est-ce que ça peut avoir des répercussions négatives sur la manipulation des gens en fait, quoi. Qui veut répondre à la question? Peter. Allez, prenez un micro. Rapidement, et puis si d'autres veulent... Oui, je vais peut-être répondre à côté, mais je dirais que la limite, c'est ce qui va être défini comme socialement acceptable. Ça va être la réaction à définir ce que la société décide d'accepter ou non. C'est aussi simple que ça, et si la réponse c'est on ne fait rien,
Mais donc là, il y a en ce moment il y a un certain nombre de sociétés appelées des licornes, donc qui sont valorisées des milliards parce qu'il y a beaucoup de cash qui est déversé sur les sociétés donc américaines avec la Fed. Donc ça, c'est pas pour rien que ces monopoles sont américaines. Des sociétés privées qui sont valorisées au-delà du milliard, c'est beaucoup. C'est quand même des petites sociétés très jeunes. C'est quand même très étonnant. Alors bon, voilà. Donc c'est voilà. Après, je pense on parlait de l'aspect, tu parlais de l'aspect sociétal, Peter. L'autre aspect, je pense aussi économique. Actuellement, si on parle pour prendre l'exemple de Colgate, on est dans le monde de la publicité. Colgate a été bon pour les dents depuis les années 50 dans la pub. On n'en est pas certain. Maintenant, la publicité pourra être ciblée. Donc on pourra fournir d'une info un peu moins intrusive aux gens lorsqu'ils en ont besoin. On parle beaucoup de publicité ciblée à l'approche de supermarchés. Moi, je sais que j'ai souvent des coupons qui sont collés sur le frigo. Bon, ils restent toujours collés sur le frigo. Mais si j'avais un coupon qui arrivait au moment où j'arrive à l'hypermarché, je pourrais l'utiliser. Donc il y a un côté facilitation et ça peut peut-être inciter à acheter. Ça peut être une forme de manipulation, mais la pub en est. Et puis la nature humaine est manipulable par définition. Une autre question. Allez, une autre question. Attendez, on va prendre juste un micro. C'était juste un commentaire sur la notion d'éthique. En fait, je trouve que la vraie difficulté, c'est que l'éthique, il est un peu... qui définit l'éthique? Est-ce qu'on retient une notion d'intérêt général pour des besoins de santé? Ça paraît assez évident. La vraie difficulté, c'est que le big data aujourd'hui, c'est les entreprises privées qui le font et ils vont beaucoup plus vite que les législateurs. Donc c'est compliqué de définir où est l'intérêt général, où est l'éthique, lorsque finalement l'enjeu économique du big data, il a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance. Peut-être que ça va se réduire, mais sur le législateur, sur la compréhension, aujourd'hui c'est un exercice de vulgarisation qui est très intéressante, mais je pense qu'il y a un vrai décalage et là c'est le décalage de vitesse entre la compréhension du big data et les intérêts économiques et comment on va le traduire pour le rendre plus éthique. L'enjeu, il est vraiment à ce niveau-là. C'est sur le décalage de rythme, mais voilà. C'était un commentaire. Oui, merci. Isabelle Richard, vous voulez peut-être réagir à ce commentaire? Merci. Non, effectivement, je pense que les pouvoirs publics sont tout à fait conscients de ce décalage, heureusement, de l'inventivité, de la créativité aujourd'hui qui va aussi vite que l'éclair. L'une des réponses, c'est peut-être la co-construction. Tout à l'heure, je citais, excusez-moi, je l'aurais cité beaucoup de fois, la consultation autour du projet de loi d'Axel Lemaire sur sur la République numérique. Donc c'est un petit peu faire appel aussi aux acteurs privés pour qu'ils soient eux aussi acteurs justement de cette construction numérique et de la construction législative. Oui, Christophe. Également sur ce sujet, pour citer deux autres personnes, je crois que François Bourgoncle avait évoqué l'idée d'avoir des tiers de confiance dans le monde de la donnée, d'une manière juridique. Il y a également un excellent ouvrage qui a été écrit par Gilles Babinet sur le big data pour penser l'homme autrement, préfacé par Eric Orsena, et qui donne une vision humaniste de la donnée. Une autre question? Oui, monsieur. Attendez, juste là-bas, pardon, et puis après vous, monsieur Lo. Ici, voilà. Allez-y, monsieur. Eddy Filia, DSI de l'Office de tourisme et des congrès de Nice. Une remarque concernant ce que nous avons vu ce matin, les démonstrations de Big Data. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que les résultats étaient tout à fait dépendants des sources. Ça, c'est le principal problème. Et du coup, on se retrouve avec la même problématique que pour les sondages, qui dépendent de l'échantillon, en fait, qui est représentatif. Donc, peut-être la différence qu'il pourrait y avoir là, c'est qu'effectivement, et je m'adresse à Isabelle Richard plus particulièrement, est-ce qu'il est prévu des lois ou en tout cas des recommandations pour rendre
public les sources de ces big data, parce qu'effectivement dans les statistiques on dit auprès d'un échantillon représentatif de tant de personnes, etc. Aujourd'hui dans le big data on a des résultats mais on ne sait pas forcément à partir de quelles données ils ont été calculés. Et on voyait l'exemple pratique ce matin des OTA, parce qu'on avait effectivement des résultats qui dépendaient d'OTA. On disait oui, mais malheureusement, on n'a pas accès aux données des compagnies aériennes directement, et tout un pan de l'économie nous échappe. Et finalement, si une partie des données nous échappe, les résultats aussi nous échappent. Isabelle Richard, le micro est juste là. C'est une question très 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 difficile, la plus difficile. Merci de me l'avoir posée. C'est le principe du débat. À vous, on attend votre réponse. Donc je pense qu'il faut distinguer les données publiques des données privées. Sur les données publiques, sur les sources de la donnée statistique, je pense que l'État a effectivement amené à davantage communiquer. On a cité tout à l'heure Etalab, où il y a davantage de données qui sont en accès libre. Quelquefois aussi, les pouvoirs publics retraitent les données, non pas pour avoir in fine quelque chose qui les arrange, mais parce qu'il faut bien faire des retraitements. Donc quelquefois la donnée brute n'a pas grand sens, et c'est bien tout le professionnalisme des statisticiens, notamment de l'INSEE, que de retraiter un petit peu. Donc voilà, quelquefois il y a peut-être des limites. Je ne suis pas statisticienne, mais je crois qu'il y a des limites à la communication des statistiques publiques. Sur le privé, ce sont justement des données privées. Donc à part effectivement des entreprises qui ont accepté de rendre publiques ces données de base, je pense que c'est du domaine contractuel. Alors après, l'autre question qui est celle des plateformes qui sont la plupart du temps étrangères. Voilà, on n'est pas sur des plateformes françaises, on est sur des plateformes la plupart du temps extra-communautaires. Donc là, c'est un très, très gros enjeu. L'Union européenne a lancé une consultation aussi sur ce sujet des plateformes. Donc ça prend un petit peu de temps. Peut-être que l'Union européenne sera encore plus en retard, peut-être que la France pour trouver des solutions. Mais en tout cas, il y a des consultations qui sont en cours. Effectivement, il faut essayer de moraliser petit à petit, avoir une juste rétrocession des données, mais je trouve que c'est un sujet un peu compliqué. En tout cas, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour en parler, parce que là, je crois que le sujet n'est pas mûr, en tout cas à mon niveau. Monsieur. Oui, Emmanuel Chevalier, Société de Bain-de-Mer à Monaco. Est-ce que le big data, la limite en fait, ne serait pas de se dire est-ce que je réponds à un besoin ou est-ce que je réponds à une envie? Est-ce que répondre à un besoin, finalement, le client, la personne tolère le côté intrusif, ça lui rend service en termes de logistique ou pratique, et que dès lors qu'on touche ses envies, il a plutôt besoin de suggestif? Et comment on peut répondre à ce genre de dualité, besoin, envie? Qui veut répondre à la question? Nicolas? D'abord Christophe et puis Nicolas ensuite. Christophe et Nicolas. Le big data est d'abord prédictif, donc c'est de prévoir les envies, parce que savoir ce qui va se passer, ce qui va être la prochaine étape, plus que d'analyser une tendance. Donc je dirais, on est vraiment dans un monde de j'ai pris ça plus ça, je devrais avoir ça ensuite. Donc l'envie, on essaie de la prévoir. Ensuite, après le marketing fera en sorte de la stimuler. Donc c'est vraiment de la prévoir. Nicolas. Je voulais juste réagir tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un amalgame qui est fait entre big data et réseaux sociaux, parce que les plateformes big data ne sont pas spécialement plus aux États-Unis que ne sont en Europe. Nous, on travaille avec un acteur qui est le leader européen des cloud services, etc. Notre plateforme est tout ce qu'il y a de plus européenne, d'accord, sans prétention. Je ne dis pas qu'on équivaut à Google, etc. Mais les Google, les Facebook, etc. C'est des réseaux sociaux. C'est pas du big data. Ils ont eu besoin des techno big data pour gérer les volumes que représentent ces réseaux sociaux, mais les big data, c'est avant tout pour moi des technos qu'on met au service de besoins ou d'envie. Ça, effectivement, on a les deux. C'est avant tout de la techno pour moi. Et c'est une formidable plateforme d'échange justement entre les entreprises. Je faisais une table ronde la semaine dernière chez Capgemini où l'ensemble des acteurs disaient dans pas très longtemps, on va tous échanger 30% de nos datas avec j'allais dire des partenaires qui sont de près ou de loin en interaction avec nous, mais vu que ça va être bilatéral à chaque fois, c'est l'ensemble de la communauté qui va s'en trouver mieux servi. Après, dans les limites de l'éthique, dans tout ça, je
là aussi, je renvoie au législateur pour définir les limites, même si les usages ont montré qu'aujourd'hui, le législateur a effectivement une vision des choses qui est un peu en décalage avec la vision attendue par les citoyens. Peter Livaudet, comment ça se passe ailleurs? Oui. Non, ne me dites pas ça, c'est pas vrai. Alors comment ça se passe ailleurs? Je reviendrai sur ce que je suis d'accord avec cette remarque que c'est dans la discussion on est en train de voir Big Data un peu trop focalisé sur les réseaux sociaux, mais ça c'est peut-être juste la partie émergée de cette tendance. Comme disait Machiavel, la maladie lorsqu'elle est tôt on peut la guérir facilement, mais on ne peut pas la voir, et ensuite quand elle est là c'est trop tard et c'est difficile. Donc les envies, les envies c'est un peu Big Data dans le sens où on passe à une société de l'intention au lieu d'une société du fait. Mais en même temps que des data sont poussées vers l'ouverture, il y a des données qui s'obscurcissent. On peut penser aux lois sur les données des entreprises, sur les données ou sur le fait que des entreprises ont été obligées de sortir leurs données. EDF, par exemple, ses clients. La question de qu'est-ce qui est public et privé, Pierre Bélanger le démontre bien quand il parle d'une carnet d'adresse. J'ai quelqu'un dans mon carnet d'adresse, c'est quelque chose qui m'appartient. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc c'est très épineux. C'est beaucoup, lorsqu'on commence à creuser qu'est-ce qui est public-privé, il y a cette notion d'intérêt commun, ça devient très épineux. C'est pas, on n'a pas forcément les réponses. Ici ou ailleurs. Vous retombez bien sur vos pieds. Bravo, Christophe. Rebondir sur ce point, il y a aussi un sujet épineux qui est, quand on échange des données, qui est le propriétaire de la donnée, si elle n'est pas open. Alors on peut prétendre que des données retraitées peuvent être revendues à d'autres. Quel est le niveau de retraitement de la donnée? Juridiquement, on n'a pas une jurisprudence très fournie. C'est un sujet assez complexe. Et plus on partagera de données, plus c'est intéressant, plus on créera un écosystème de données. Et si on prend l'exemple du transport aérien, le transport aérien partage des données depuis 40 ans. C'est un secteur qui est très normalisé. On a des formats standards de partage de données. Et c'est peut-être un exemple à suivre. Ce qu'on a fait dans les années 60, quand on a créé des systèmes de réseau, après, genre Alpha 3 ou autres, qui sont devenus Amadeus, ça a permis de partager des données. Une autre question? Nicolas. Ce partage des données, mes juristes m'expliquent à longueur de journée que la data, elle est stockée et processée pour un usage qui a été, qui a fait l'objet d'un accord, d'accord, par son propriétaire qui était le voyageur. Par défaut, la donnée appartient au voyageur, à moins que ce voyageur ait donné son accord en cliquant sur un bouton j'accepte, ou en allant dans une agence de voyage, ou en prenant une carte d'accès à bord sur une compagnie aérienne, etc. Et ensuite, nous-mêmes, j'allais dire entre professionnels du voyage, on a des accords commerciaux qui dans la limite où le générateur de la data a donné son accord, permettent de faire des choses. Et encore une fois, c'est extrêmement précis et cadré et limité. Donc c'est pas du tout le grand n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle de data lake, etc., c'est super cloisonné, c'est extrêmement privé, c'est monitoré comme le lait sur le feu. Enfin, je veux dire, c'est pas le grand bazar, quoi. Les juristes sont hyper vigilants là-dessus, et nous on l'est encore plus parce que on a toujours un petit temps de retard justement sur ce qui fait jurisprudence ici et là dans le monde. D'autres questions? Moi, j'ai un témoignage d'une PME locale qui utilise l'open data depuis longtemps, qui vous a montré des casques immersifs. Alors allez-y, monsieur. Non, lors d'un précédent livre blanc orchestré de main de maître de votre serviteur et monsieur Jean-Bernard Titz, c'était sur l'open data et l'open source. Donc la différence, on se disait quelle est la différence entre l'open data et l'open source. À partir du moment où vous modifiez une data, c'est-à-dire que vous prenez un texte, vous le modifiez, qui est l'auteur? Vous prenez une photo, qui est l'auteur de la photo? Il y a bien un auteur, il y a une propriété intellectuelle là-dessus. Or, à partir du moment, en France, si on suit exactement la réglementation, une œuvre est immuable. Donc, toutes les photos que vous avez aujourd'hui sur n'importe quel site
sites internet touristiques aujourd'hui, excepté si c'est vous qui êtes le producteur, eh bien, ils sont dans l'illégalité. Si on reprend la référence au niveau juridique. Les droits en France sont immuables. Voilà. On ne peut pas bouger une œuvre en principe. On peut céder les droits d'exploitation, mais on ne peut pas les céder les droits d'auteur. Donc ça a été l'objet d'un gros livre blanc. Voilà, les résultats, ils sont disponibles sur le site de Télécom Vallée et ça a été effectivement très très intéressant là-dessus. Et quand on entend de big data, oui, derrière la data, il y a la récupération pure et dure à partir du moment où il y a des capteurs. On prend le cas dernièrement de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui avec Christophe qui prend des avions. Les avions, c'est de la data, effectivement. Mais si on met déjà la photo de l'avion, déjà là, on n'est plus dans la data, dans l'open source ou dans l'open data. Voilà. C'est un sujet qui est très complexe parce que derrière, il y a une vraie économie derrière tout ça. Il y a des gens qui sont également lésés par rapport à tout ça. Et je finirai sur le questionnement tout à l'heure de l'enrichissement de la donnée. Si vous regardez votre petit smartphone dernièrement, quand vous allez sur une fiche de Google Maps localisée, Google vous pose une question. Est-ce qu'il y a un spa ? Est-ce qu'il y a un restaurant ? Est-ce qu'il y a un 5 étoiles ? Donc, comme le proverbe le dit, et Dieu sait que c'est on ne peut plus exact dernièrement, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Monsieur est là-bas. Ensuite, allez-y monsieur. Bonjour, je suis Philippe Cabrera, société Black Bee, c'est une société de conseil d'analyse de données. Moi j'ai trouvé absolument passionnant toutes les présentations qu'il y a eu depuis ce matin. Ça m'a amené non pas une conclusion, ça ne concerne que moi, mais un peu un constat, c'est de me dire que aujourd'hui parler d'opportunités en matière de big data pour le tourisme, c'est une évidence et on va dire que le train est déjà largement en marche. Il y a la techno depuis longtemps dans les autres domaines que celui du tourisme, en matière de grosses bases de données. Il y a les données en matière touristique et il y a bien évidemment l'intérêt, on va dire, des collectivités ou des professionnels du tourisme par rapport à l'analyse de ces données. Par contre, au-delà du fait dont on a parlé aussi de la notion de confidentialité, mais là aussi je dirais que le train est en marche depuis longtemps, au risque d'être un peu cynique là-dessus. Moi j'ai deux remarques principales. La première, c'est que depuis ce matin on parle de big data, or mis à part, je pense, c'est moi de me tromper, toujours pour une utilisation on va dire ADT ou CRT, mis à part la présentation qui va nous être faite tout à l'heure par Orange de Fluvision Tourisme, donc de données télécom, on n'est pas dans la notion de big data. Quand on parle de 1000 enregistrements ou même d'1 million d'enregistrements par an, c'est du small data, c'est pas du big data. Donc pour moi la problématique et la question que je pose, elle n'est pas tant sur la notion de big data, où comme je disais tout à l'heure, le train est largement en marche, il est plutôt sur la notion de smart data, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé passionnant, mais alors qui va être extrêmement compliqué à analyser, compte tenu des ressources dont dispose aussi bien un professionnel du tourisme qu'une collectivité, il va bientôt falloir une plateforme pour gérer les logins passwords de toutes ces plateformes. Parce qu'on va avoir une plateforme pour l'offre touristique, une plateforme pour les données aériennes, une plateforme pour les données INSEE, une plateforme pour les données Fluvision Tourisme, une plateforme pour les données d'analyse sémantique. Et comment on va s'en sortir compte tenu des ressources, je crois que vous les connaissez tous au niveau d'un office du tourisme, d'une ADT ou d'un CRT, comment on va s'en sortir pour non seulement analyser chacune de ces sources de données, parce que j'imagine que les business models vont permettre effectivement que ce soit accessible à une collectivité ou à un professionnel. Comment ils vont faire pour s'en sortir alors c'est plutôt, alors je dis ça parce que j'ai été intéressé par un appel d'offres qui a été présenté par le CRT Midi-Pyrénées courant 2015 et qui parlait déjà de smart data, c'est-à-dire de systèmes de base de stockage de données, d'analyse de données permettant de traiter à la fois des données quantitatives, des données qualitatives et d'avoir une approche on va dire par marché, par zone infra ou par hébergement. C'est le marché italien qui va m'intéresser, ou c'est le marché de l'hôtellerie, ou c'est le marché de telle zone à l'intérieur de mon département ou de ma région. On va vous répondre. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque, ce que je dis pour vous ?
Pardon, merci monsieur. Qui veut répondre à cette remarque et question? Allez, Nicolas. Pour répondre, monsieur, j'ai envie de dire, il y a des opérateurs privés qui peuvent vous aider. Venez nous voir. On a la plateforme, on a une grande partie des données qui vous intéressent. On a la techno qui permet d'intégrer celles qu'on n'a pas déjà, ce qu'on fait pour tout un tas d'acteurs déjà de l'industrie du voyage. Et on est là pour vous aider. On a les data scientists qui, comme le disait monsieur, sont une denrée très rare. On a la chance chez Amadeus d'en avoir un échantillon très significatif. Venez nous voir, on peut vous aider. C'est bien amené. Alors une autre question peut-être. Oui, monsieur, c'est ça. Allez-y. François Chaumartin, Proxem, nous on fait de l'analyse sémantique. Je suis un petit peu surpris qu'on n'ait pas du tout parlé pour l'instant, ou assez peu, de sécurité et de sécurisation autour de ces données personnelles. Alors, je vais essayer de déployer en 1 minute le fil de mon raisonnement. Bon, je n'ai rien à cacher à titre personnel, pour autant je n'ai pas envie d'être vu tout nu par les autres. Si je mets ensemble les données que Google a sur moi, plus celles de Facebook, plus celles du consortium Visa, avec mes débits de carte bleue, ils en savent plus sur moi que ma mère et mon psy réunis. Alors, a priori, sur les données touristiques, il n'y a pas de grand risque sur des données personnelles, mais si je tire un petit peu sur le fil du raisonnement, on a vu cette année que Apple s'est fait pirater, Sony s'est fait pirater. Sur les données personnelles, si, mettons, Amadeus ou Booking ou TripAdvisor se fait pirater, et que je suis venu à Nice avec une demoiselle et non pas avec madame, et qu'on retrouve sur Internet le fait qu'il y avait 2 personnes dans la chambre, mon épouse pourrait légitimement, disons, s'en émouvoir, dans une époque où également Ashley Madison s'est fait pirater, ce qui a quand même provoqué quelques suicides. Bon, donc tout ça, ça montre que l'accès à des données personnelles peut provoquer la mort. Et donc une question peut-être pour M. Borel qui a dit énormément de choses intéressantes. Comment pouvez-vous garantir que les données d'Amadeus sont parfaitement protégées ? Nicolas. Sachant que j'ai parfaitement conscience de la parfaite mauvaise foi de la question. Donc voilà, vous pouvez... Mais merci d'ouvrir le sujet. J'allais dire déjà, ce n'est pas bien de tromper votre femme. C'est ma première réponse. Et je vous rassure parfaitement, ce n'est pas le cas. Non, je ne peux pas garantir. Effectivement, on prend toutes les mesures avec les plus hauts standards de l'industrie, justement pour garantir la PCI compliance, c'est-à-dire que les données des cartes bancaires ne soient pas stockées de manière décryptée, etc. Pour garantir le fait qu'on est en accord avec les normes ISO 27001 qui régissent les data centers, etc. Si vous voulez, nos serveurs sont dans des cages métalliques qui font l'objet d'une surveillance en webcam, etc. Parce que c'est ce standard 27001. Après, évidemment, voilà, une fois qu'on a pris toutes les garanties permises, cadrées par le législateur ou les organes qui définissent ces plus hauts standards et qu'on y souscrit, voilà, j'allais dire, mon boulot est fait. Après, personne n'est à l'abri, et vous en avez cité 2 parmi un plus grand nombre, JP Morgan, etc., se sont fait aussi pirater. Voilà, on assure juste à nos clients qu'on satisfait ces plus hauts standards de qualité et de stockage, de sécurité des données. Oui, Peter. Juste rajouter que je pense que regarder le problème sous juste l'aspect de la sécurité est très importante, mais on risque de la rendre une question de spécialiste, et ça c'est mauvais. Il faut pas, parce que quand des employés de Google regardaient des données, c'était des employés, ils avaient le droit, et les accès aux bases de données dites de sécurité aux États-Unis, c'est plusieurs millions de personnes. Donc, et pourtant toute la sécurité est là, sur PCI et tout est quanti. Carte authentification forte, mais ils sont juste plusieurs millions. Christophe. On est sur des innovations d'usage qui sont des ruptures. Déjà dans le cas que vous évoquiez, oui, la profession de détective est appelée à disparaître, parce que pour analyser les données, il y avait déjà là, c'est pas du prédictif, on va analyser des données dans le but de faire mal. Donc, il y a déjà une suspicion forte. Donc, l'innovation va changer beaucoup de choses, et les données seront traitées d'une manière prédictive où effectivement on ne peut pas être à l'abri de quoi que ce soit, même de formes de terrorisme. Le terrorisme pourra être sur des données, des vols de données à terme. Donc la
technologie va nous permettre de sécuriser de plus en plus. Et puis on découvre un nouveau métier, il y a de nouvelles règles, réglementations émergeront. Donc le but est d'avancer. Pierre Baudel. Juste rebondir sur ce que disait M. Libaudet, il y a beaucoup de brèches de sécurité qui sont liées à des activités internes. Et en fait, il y a des produits de Big Data qui permettent de voir les gens qui ont un comportement différent du comportement standard de leur groupe ou de leur comportement habituel. On a des exemples comme ça de personnes qui, sachant qu'elles vont quitter la société en 30 jours, ont un comportement différent, utilisent un autre login, ont accès à des fichiers qui, en général, ne concernent pas l'activité de leur groupe. Donc le Big Data amène aussi à réduire en interne les brèches de sécurité. Oui, juste une dernière question. Est-ce qu'on ne pourrait pas garantir la sécurité en rendant la donnée impersonnelle ? Parce que le problème, il est vraiment là. Savoir que telle personne est allée dans tel lieu à tel moment, c'est dangereux. Par contre, savoir qu'il y a 10 000 Chinois qui sont venus sur la Côte d'Azur cette année, c'est pas très gênant. Qui veut répondre ? Nicolas. Hop. Pour réagir. C'est exactement ce que ce que les standards de la sécurité fournissent. Et moi, mes juristes me demandent qu'effectivement ne soient stockées que des données complètement anonymisées, d'accord. Même si certains de nos clients, dans des cas d'extrême urgence, d'accord, par exemple pour les voyages d'affaires, ont besoin d'être en mesure de localiser leurs voyageurs dans un pays donné, et la donnée de réservation va permettre de faire ça. À ce moment-là, c'est stocké à part dans un Fort Knox dont il y a 3 clés. Il faut qu'il y en ait une qui est que le client dont il soit en possession. Nous-mêmes, il y a uniquement notre Chief Information Security Officer qui a la même clé numérique, d'accord, et une troisième personne de l'entreprise pour arriver à ouvrir ce Fort Knox qui permet de décoder et de retrouver la trace des individus qui étaient derrière ces notions anonymes, ces identifiants anonymes qu'on leur a donnés. Mais évidemment, les données sont stockées dans un format qui ne permet pas l'identification ultérieure des individus. Mais encore une fois, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas besoin de votre nom pour vous envoyer une pub qui vous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors on a eu des questions au milieu, devant, mais rien au fond. Jean-Bernard, ça serait peut-être pas mal, non ? Qu'on ait des questions tout à fait au fond, non ? Oui, on a l'avenir de... C'est ça, oui, je vois des jeunes au fond. On parle de ce qu'on connaît, oui. On est tous des... Le mot vieux ne me plaît pas, mais non, les gens ont déjà expérimenté, mais il y a peut-être des jeunes qui ont déjà une idée sur le monde de demain. Allez, une question. Allez, lancez-vous. Qu'est-ce qui vous choque dans ce qui a été dit ou quelle question ? Ce sont des étudiants en Master 2, donc Bac plus 5, donc ils sont censés avoir un certain niveau déjà de questionnement. Allez, le représentant de la classe. Et là pour ça. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Michel, comme l'a dit Monsieur Titz, donc nous sommes en Master 2 e-tourisme. Pour nous, on est simplement, oui, on commence en fait les études dans le e-tourisme, donc c'est vrai que nous, pour l'instant, on aborde certaines notions. Et c'est très intéressant pour nous de nous retrouver ici aujourd'hui même, à cette journée M-Tourisme. Pour, je pense, la plupart d'entre nous apprendre énormément de choses liées donc au sujet du Big Data. Voilà. J'ai pas de questions particulières pour le moment parce que j'apprends énormément de choses grâce à tout le monde ici présent. Merci. Une question par des gens de la salle. Allez. Non mais qu'est-ce que vous pensez, vous, en fait, par rapport à votre mobile ? Qu'est-ce que vous seriez prêt à échanger ou pas ? Voilà, c'est le truc, c'est ça. C'est que vous échangez aujourd'hui des données, vous en avez vos données, je suppose que vous faites des photos, beaucoup de photos, quand vous mettez en mode SaaS ou pas. Qu'est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à dire pour votre bien ou pas ? Qu'est-ce que vous seriez bien à échanger, à dire oui je veux échanger ou non je ne veux pas l'échanger. Donc la photo, du texte, des émotions, parce qu'on l'a parlé tout à l'heure, j'ai entendu parler de tout ce qui concerne les sentiments. Donc effectivement les outils de veille sémantique émotionnelle aujourd'hui sont assez puissants pour vérifier tout ce qui est réseaux sociaux. Mais c'est vraiment ça en fait. Qu'est-ce que vous seriez prêt à échanger ?
Bonjour à tous, donc je m'appelle Ina, je suis étudiante en Master 2 à l'IUP Tourisme et également attachée commerciale à l'hôtel La Pérouse. Pour répondre à la question de monsieur, je pense que cette question donc, des données personnelles relève d'une question éthique et qu'elle est propre à chacun. Il y a des personnes qui acceptent d'être sur Facebook et de poster des photos d'eux sans problème, il y en a d'autres que ça gêne et je pense que la question est vraiment très personnelle et propre à chacun. Qui est prêt à échanger des données vraiment très personnelles sur ses ressentis. Ça dépend des personnes et je pense que cette question du big data tourne autour de cette question qui est presque philosophique en fait. Les remarques de la table ? Allez, Michel. Et puis Peter. D'abord Michel. Fonctionne, oui. Non, il me semble qu'on parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de loi, d'éthique. Il me semble que l'important, c'est pas tellement la forme, c'est le fond, c'est quelles applications on met derrière. Qu'est-ce que le mouvement dessus. C'est comme les piles, ça se prouve en avançant. Le mouvement, ça se prouve en avançant. Bon, la sécurité, ça n'a jamais été parfait. Monsieur parlait de sa fidélité, et je n'en doute pas une seconde. Mais peut-être que s'il ne l'avait point été, je l'aurais peut-être rencontré dans un restaurant avec quelqu'un qui n'était pas sa femme. Ça aurait été du low-tech, mais j'aurais peut-être vu qu'il n'était pas... Donc, la sécurité, elle n'est jamais absolue. Il me semble qu'il vaut peut-être mieux s'intéresser aux applications plutôt que de voir le cadre juridique. C'est peut-être un grand défaut français de faire un peu trop de juridique de temps en temps. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une formation juriste. Donc. Peter et Christophe. Oui, alors, juste, on est en train, c'est juste une façon de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas tout. D'ailleurs, certains, dans le jargon de ceux qui font du big data, on appelle les réseaux sociaux l'Internet des humains. Après, il y a l'Internet des objets. Donc, c'est quand on le voit comme ça, donc les êtres humains sont les capteurs. C'est vu comme ça, c'est dans le jargon. Donc, il faut voir que ces réseaux, si on reste braqué sur les réseaux sociaux, on voit pas tout le paysage. Voilà, c'est seulement ça. Christophe. Je crois qu'on partage ce que l'on a envie de partager. On parlait de réseaux sociaux, cas d'usage. Je vois Michel était hier soir à 19h35 à l'université de Nice. Voilà, on a quelques infos. Ce matin, un conseil d'administration de l'UMI. Et donc, il partage ce qu'il a envie de partager. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais... et puis, comme tout humain, on partage ses émotions aussi. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc, si vous utilisez Siri ou VoiceOver, vos données, votre voix est envoyée sur un serveur qui analyse vos émotions. Donc, on pourrait savoir si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur quand vous parlez à Siri. Donc, on partage ce qu'on a envie quand on veut. Je sais pas. Il y a la vision juridique, il y a une vision éthique, mais il y a la vision humaine qui prime d'abord. Et l'humain, on en a beaucoup parlé autour de cette table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nous avons aussi des chercheurs ici. Est-ce qu'ils ont des remarques, les chercheurs de l'université ? Oui, là-bas, ici, Jean-Bernard. Il faut les lancer, mais une fois qu'on les lance, c'est bon. Non, j'ai pas tellement de remarques, mais en fait, c'est l'idée effectivement de big data et tourisme. Et dans quelle mesure effectivement le big data donc s'empare du tourisme, s'empare d'un tas d'activités, et dans quelle mesure cela est fait en fait avec l'industrie du tourisme. Est-ce que c'est pas au contraire un danger pour l'industrie du tourisme ? Avec le développement de l'Internet, d'éthique, du Web 1, du Web 2, etc., il y a tout un tas d'activités qui se sont développées et qui se développent effectivement dans le tourisme, par exemple Airbnb ou des choses comme ça, et qui se développent en fait en concurrence avec l'industrie du tourisme. Et donc ce que j'aimerais savoir effectivement, c'est quels sont les modes de coordination qui existent entre donc tout ce volet effectivement technologique et les nouvelles applications, etc., et puis l'industrie du tourisme effectivement qui est implantée et qui voit arriver de nouvelles normes qui sont auto-définies. Personne effectivement définit les normes, les entreprises arrivent avec leurs normes et donc bouleversent toutes les institutions qui sont établies. Et on a effectivement, apparemment, toujours un peu de retard par rapport effectivement à ces dynamiques-là. Donc c'est un peu ça la coordination qui existe entre la technologie, l'évolution technologique, et puis l'industrie et les institutions telles qu'elles sont établies. Michel, peut-être, vous voulez réagir à la question ? Il y a un micro ici. Isabelle, peut-être Richard ? D'abord, Allez-y, c'est bon. C'est
pas nous qui décidons, ce sont des choses qui arrivent lorsque on a beaucoup parlé de... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez pas? Non, tape dessus. On a beaucoup parlé de nouvelles formes d'hébergement, bon, Airbnb bien sûr, mais il y a des gens qui ont fait des yourtes, il y a des gens qui ont fait des cabanes dans les arbres. La concurrence, elle est là. Lorsque les GDS se sont créés dans les années 60, on en parlait. D'abord, c'est la première application de e-tourisme bien avant qu'Internet ne soit inventé. Très sincèrement, Alpha 3 ne nous a pas demandé notre avis. Ils nous ont dit oui, vous voulez être dans le système. On a dit oui parce que ça nous aide des résas, point. Après, il y a malheureusement, il y a quelques exemples, il y a malheureusement peu de touristes classiques entre guillemets qui se sont engagés dans des nouvelles technos. Après, libre à chacun, c'est comme les réseaux sociaux dont parlait Christophe. Booking existe, on est libre ou pas d'adhérer à Booking. Malheureusement, vu le poids financier, on est quasiment obligé de le faire. Mais il n'y a pas un jour, et heureusement, ça serait couper toute initiative, il n'y a pas un jour où il y a un conclave qui se réunit avec des technos et avec des touristes en disant on va faire ça. Les innovations arrivent, qu'elles viennent de tourisme classique comme Amadeus, et Dieu sait qu'Amadeus innove beaucoup, mais en même temps c'est des acteurs qui existent depuis très longtemps, ou de start-up qui tout d'un coup inventent des trucs tout neufs. Blablacar, Airbnb, ça n'existait pas il n'y a pas très très longtemps. Donc on est soumis à ça, c'est normal, c'est le jeu de la concurrence. On peut, à mon sens, pas s'en dégager, et là aussi il ne faut pas être trop normatif, il faut prendre le train comme il vient et essayer de ne pas être en face du train, il vaut mieux passer à côté, essayer de monter dedans plutôt que d'essayer de l'arrêter. Un train c'est lourd quand même. Isabelle, Richard, peut-être. Justement, sur le collaboratif, c'est effectivement un autre débat, peut-être un prochain rendez-vous de Télécom Valley. Mais en fait, il n'y a pas non plus de segmentation entre les différents secteurs. Aujourd'hui, il y a des hôteliers qui assurent des travaux de conciergerie, enfin des services de conciergerie pour des appartements loués par Airbnb. Donc c'est effectivement, il faut laisser faire la créativité. Nous, on a plutôt un devoir de la favoriser à travers un cadre bien sûr précis et éventuellement adapté. Mais il faut laisser faire et encourager cette créativité. C'est absolument indispensable. Peut-être aussi, suite à tous les débats qu'on a eus aujourd'hui, on a peut-être intérêt aussi à pousser quand même des réseaux français ou européens qui permettent quand même de conserver un petit peu cette donnée sur notre sol communautaire. Les hôteliers essayent de bâtir différentes solutions alternatives. C'est bien des solutions alternatives parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de concurrencer, d'arriver au niveau des OTA, Booking, Expedia et autres, mais des solutions alternatives qui permettent quand même des partages de données. Aujourd'hui, les OTA, c'est une partie de la commercialisation, une partie importante qui n'a cessé de croître, mais il y a aussi une partie de la commercialisation qui est effectuée soit directement par les hôteliers ou par d'autres intermédiaires, des plateformes par exemple d'offices de tourisme ou autres. Donc il y a, voilà, par Amadeus. Donc il y a d'autres manières de commercialiser. Donc c'est vrai qu'on a intérêt aussi collectivement, acteurs publics, privés, à favoriser quand même aussi des solutions de partage de données, à mon avis, au moins sur le sol de l'Union européenne. Christophe, peut-être? Oui, aussi. Oui, vous le disiez tout à l'heure. Christophe. On est sur cette tendance de coopétition, co-révolution, collaboration. Notre objectif actuellement, on vient de l'aérien, mais on développe une plateforme de planification collaborative qui permet à différents acteurs de gérer l'intermodalité. Parce que pour l'instant, on prend les données de tout le monde et on construit des itinéraires, mais le big data nous permettra de savoir aussi quel type de passager a besoin d'aller le plus vite ou le prix est une contrainte, enfin de connaître la contrainte la plus forte pour chacun et de construire des itinéraires qui soient basés sur la demande et la rentabilité des opérateurs. Parce qu'actuellement, on est un peu dans le vide. Prendre un exemple, la SNCF a un produit qui s'appelle TGVR qui transporte à peu près 500 000 passagers par an. L'objectif, c'est de connecter les passagers de 20 compagnies aériennes avec du train en France sur 19 villes. C'est vendu dans Amadeus, donc c'est plus technologiquement, on a réussi à monter un truc qui est fiable mais qui est vendu sous forme de produit aérien. L'objectif de RFF et de la SNCF est de transporter 8 millions de passagers via Charles de Gaulle. On va passer d'un modèle assez opportuniste à un modèle il va falloir un modèle beaucoup plus prédictif où le big data va permettre de construire les bonnes correspondances avec les bons passagers, les bons flux. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on parle de big data, on parle de plein de trucs, mais le but de l'industrie du tourisme et de l'industrie du transport est d'être profitable avant tout.
Oui, il vient de le rappeler. Alors, on arrête là, Jean-Bernard? Écoutez, ça fait 1h20 que nous débattons. On parle de profit, c'est très bien pour les entreprises, pour les PME en particulier, y compris pour celles qui font déjà des services de conciergerie pour Airbnb, puisqu'on a même un lauréat du hackathon que nous avons fait sur le sujet, donc c'est très bien. On a des transitions vers les différents adhérents que nous avons. Je crois que là, on a une autre présentation qui nous attend, donc c'était passionnant. On peut les applaudir peut-être? Absolument, absolument.